Il faut que tu t'aimes toi-même avant de pouvoir aimer et te laisser aimer par les autres. Si tout le monde attendait ça, de s'aimer entièrement soi-même, tout le monde passerait sa vie seul. Ouais. Non. T'as pas à mériter l'amour de personne. T'es jamais trop brisé ou tout croche pour être en relation. Ici Karine Côte-Andretti pour Simply Well et aujourd'hui, on parle de nos amitiés. Comment est-ce que toi, tu vois ça, cette épidémie de solitude? Vivre de la solitude ou pas, c'est le marqueur le plus déterminant dans la longévité d'une personne. Ce que les études démontrent, c'est que la majorité des personnes n'ont pas personne vers qui se tourner. Être avec les autres, c'est prendre du temps pour soi aussi. Il faut voir ça comme un investissement dans notre santé, au même titre qu'aller chez le médecin ou faire du sport ou prendre le temps de se faire un repas. On se sent loser, un peu comme tu dis, si on n'arrive pas à garder des amitiés ou si on n'en a pas genre 50. Genre. Tout le monde veut des amis. Il y a personne qui en a trop. Il y a des espèces d'accélérateurs à relation. Par exemple, faire des voyages ou passer un week-end ensemble, ta relation va s'approfondir vraiment plus rapidement que si tu vois une personne une fois par mois prendre un café. Tu as parlé des activités, faire des activités dans lesquelles on peut rencontrer des gens, etc. Comment aborder l'autre? Quand on va dans des événements pour rencontrer des gens, arrêtons de bouder le small talk. C'est devenu tellement cool de pas aimer le small talk. De comme, moi, je veux juste des conversations super profondes. Puis je dis comme, pourquoi? Comment, justement, on se fait des nouvelles amitiés à l'âge adulte? Je pense qu'on peut commencer ça en... Ça donne envie de se faire des amis, tout ça. Tu savais que Bien être simple, c'est transformé. Nouveau look, nouveau design et une toute nouvelle newsletter, rien que pour toi. Alors n'hésite pas à aller faire un tour sur nos autres plateformes, que ce soit Instagram, notre site ou encore t'inscrire à cette newsletter. Tout est en description de l'épisode. Avant de te laisser avec cet épisode inspirant, n'hésite pas à lui donner un petit coup de pouce, soit en le partageant à un de tes amis, ou encore en nous laissant un petit 5 étoiles sur la plateforme audio de ton choix. Et tu peux aussi activer les notifications. Et merci d'être là chaque semaine. Ton soutien nous permet de continuer à t'offrir des discussions enrichissantes et inspirantes. Allez, c'est parti! Je te laisse avec cet épisode qui, je l'espère, te donnera envie de nourrir davantage tes relations. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simply Well, le podcast de bien-être simple. Aujourd'hui, je suis très contente de recevoir Karine Côte-Andretti. On va parler ensemble de nos relations amicales. Pourquoi, selon toi, on parle si peu des amitiés et de l'importance que ça a pour notre vie, notre épanouissement, notre bonheur? Pourquoi c'est pas assez démocratisé? Il y a plusieurs pistes de réponse à cette question-là. D'abord, je pense que on n'en parle pas beaucoup parce qu'on se sent peut-être un peu impuissant et résigné. Si nous partageons tous une certaine solitude ou une insatisfaction par rapport à comment les amitiés sont déployées dans notre vie, c'est un peu tourné à la blague souvent. On va comme dire, on s'appellera quand on s'appellera, on déjeunera quand on aura le temps, tu sais. Comme si on manquait toujours de temps, puis que c'était quelque chose à laquelle il fallait se résigner, puis que ça pouvait pas nécessairement changer, que c'était comme ça. À l'âge adulte, c'est rendu compliqué d'entretenir et créer des amitiés significatives et profondes. Puis quand on prend le temps de s'arrêter au pourquoi et au comment, on réalise qu'il y a tellement de choses dans la société qui sont faites qu'on n'a pas nécessairement les outils et les ressources nécessaires. On n'a pas le temps, on n'a pas tout le temps les capacités communicationnelles, on n'a pas tout le temps l'énergie, on n'a pas tout le temps une santé mentale qui nous permet de connecter avec vulnérabilité pour développer des relations. On n'a pas nécessairement non plus une situation économique assez sécuritaire pour qu'on puisse faire des activités. Bref, il y a une panoplie de privilèges dans la société qui nous permettent de créer, d'entretenir des amitiés. Mais souvent, justement, quand on s'arrête pour voir où est-ce que j'en suis là-dedans, on réalise qu'on n'en a pas le temps, qu'on n'a pas ces outils-là. Donc, à quoi bon un petit peu aborder ce sujet-là avec sérieux quand, au fond, on est un peu résigné. Puis je me sens guillemets parce que, selon moi, on ne l'est pas résigné, mais c'est du moins ce qu'on veut nous faire croire parce que je pense que c'est moins culpabilisant comme ça, puis c'est une charge de moins aussi à se mettre sur nos épaules. Oui, c'est ça, parce que je me dis, ceux qui nous écoutent peuvent peut-être se dire... Bon, on a tellement de choses à faire dans notre quotidien, les enfants, le travail, etc., etc. Bon, oui, j'ai quelques amis comme ça, mais ça me suffit ou je sais pas vraiment pourquoi. Enfin, j'ai pas forcément le temps d'aller chercher plus ou d'aller nourrir encore plus ces amitiés-là. Il y a aussi le fait qu'on hiérarchise beaucoup les relations. La relation monogame de couple est positionnée au-dessus de tout. Donc, c'est comme si toute notre vie, il fallait que cette recherche de partenaire pour une relation amoureuse romantique soit centrale. Donc, c'est ça souvent qui va faire en sorte que nos amitiés sont relayées. Tu sais, on a tous déjà vécu l'expérience d'un ou d'une amie là, qui rencontre une nouvelle personne, puis là, tout d'un coup, oups,
on la voit plus. Mm. Tout son temps et vraiment son énergie sont catalysés vers cette nouvelle relation-là. Dans mon livre, je le mentionne, je fais comme, c'est comme si nos amitiés, on les mobilisait juste quand on n'avait pas de relation amoureuse. Dans le fond, c'est là qu'il prenait plus de place, mais ça devrait être tout le temps. Non seulement les relations amicales sont bénéfiques pour notre santé physique, mentale et psychologique, mais aussi c'est bénéfique pour le couple. Donc, d'avoir des personnes sur lesquelles se relayer, ça va vraiment permettre aussi de solidifier la relation de couple. Il faut pas non plus évacuer le fait qu'il y a plein de personnes qui rejettent de plus en plus ce modèle-là très hétéronormatif de faire leur vie avec une seule personne, qui veulent pas de famille, qui veulent pas d'enfants nécessairement, mais ces personnes-là ne sont pas seules pour autant. Elles ont des partenaires de vie quand même, puis souvent, en fait, la grande majorité du temps, ça va être des amis. Donc, les relations d'amitié peuvent pas être relayées au second plan. Il faut arrêter de hiérarchiser, ça l'a trop bien fait. Alors justement, tu dis que nos amitiés, c'est important pour notre santé physique, mentale, notre bien-être. Et tu peux nous expliquer vraiment qu'est-ce que ça nous apporte d'avoir des relations, mais vraiment, je pense, des relations profondes. Je pense qu'on va aussi définir un petit peu c'est quoi vraiment une amitié profonde qui nous nourrit. En fait, ce qui est particulier avec l'amitié, c'est que ça peut avoir différents degrés d'intimité, de profondeur, puis ça va pas altérer les bienfaits. Donc vraiment, on peut avoir évidemment des personnes avec qui on partage une intimité profonde. C'est vraiment comme une personne avec qui on partage notre vie, des projets, mais on peut aussi avoir des personnes qu'on voit moins souvent ou avec qui on fait plus de côte à côte des activités, puis ça va quand même avoir des bienfaits significatifs sur notre santé. En fait, vivre de la solitude ou pas, c'est le marqueur le plus déterminant dans la longévité d'une personne. Donc, c'est aussi déterminant que le statut socio-économique. Écoute, il y a plein d'études que je pourrais citer sur ça. Là, je vais en prendre une qui est super intéressante selon moi. Ils ont mis plusieurs personnes dans une pièce puis ils ont lancé un rhinovirus dans la pièce. Puis les personnes qui dans leur vie se sentaient pas seules, qu'elles étaient bien entourées d'amis, de famille, etc., n'attrapaient pas le rhinovirus, l'attrapaient significativement moins que les autres. Puis là, on parle pas d'être bien entouré dans la pièce, là. On parle d'à l'extérieur, dans la vie en général. Donc, c'est vraiment mentionné souvent ça, que les relations vont agir comme un vaccin. Ça va vraiment venir nous protéger. Il y a plein d'études aussi qui démontrent sur les personnes qui ont des cancers, par exemple, en état de rémission, l'importance d'avoir un réseau de soutien autour de soi. Mais ça a aussi des impacts au niveau démocratique. Donc, une personne qui se sent seule va être moins engagée dans sa communauté, va moins voter, va moins fréquenter les troisièmes lieux. Puis ça, dans le fond, ça crée un cercle vicieux. Parce que moins on est tolérant, moins on est ouvert, moins on est engagé dans sa communauté, moins on va vers l'autre, moins on crée des amitiés. Donc, ça entretient aussi la solitude d'une certaine façon. Et aujourd'hui, on vit quand même dans une épidémie de solitude. Donc malgré tout, on a quand même... Enfin, j'en ai parlé sur d'autres podcasts, mais on a l'impression d'avoir une connexion via les réseaux sociaux, via Internet, via la technologie. Mais pourtant, on se sent quand même plus seul que jamais. Comment est-ce que toi, tu vois ça, cette épidémie de solitude? L'épidémie de solitude a été beaucoup abordée par plein de personnes de différents domaines, autant en sociologie qu'en philosophie, qu'en économie, qu'en santé mentale, qu'en politique. Puis c'est intéressant parce que justement, c'est un enjeu important dans toutes les sphères d'activité. Ça vient affecter négativement pour toutes les sphères d'activité, il y a des impacts négatifs. Vivek Murthy, en fait, qui était le directeur de la santé publique sous Obama, qui a repris son mandat sous Biden, il a fait une tournée mondiale pour un petit peu aller prendre le pouls des effets de la solitude. Puis selon lui, il dit directement, là, c'est à l'origine de tous les maux, là, de la crise des opioïdes, à la hausse du taux de suicide, aux problèmes de santé mentale, santé physique, etc., etc. Donc là, lui, il lie vraiment tout ça à la solitude. Tu sais, dans le temps, en fait, qu'on chassait le mammouth, on chassait en groupe. Puis, tu sais, on vivait vraiment en petits groupes tout le temps. Puis c'était une façon d'assurer notre sécurité. Donc, quand on était seul, il y avait une espèce d'alarme interne qui se créait parce qu'on était en situation de danger. Lui, ce qu'il dit, c'est que ça, pas juste lui, en fait, plusieurs personnes ont vraiment confirmé, approuvent cette théorie-là, c'est que ce sentiment-là de danger serait imprégné dans notre ADN. Donc, quand on se sent seul, on aurait le même petit signal, sauf qu'on a vraiment appris à le tone down, à l'ignorer. Moi, j'appelle ça des signaux de fin sociale qu'on a appris vraiment comme à complètement ignorer parce qu'on n'a pas l'énergie, le temps, etc., de les combler de toute façon. Donc, ce sentiment de solitude-là vient vraiment, non seulement il est très, très présent puis tout le monde se sent seul, mais en plus, on n'est même plus capable de le reconnaître. On pense que c'est ça la vie, mais pourtant, on est fait. L'humain est un être fondamentalement de groupe. On est fait pour vivre ensemble.
Mais là, on vit plus isolé que jamais dans une espèce d'illusion qu'on est ensemble par les réseaux sociaux, par exemple, mais c'est pas le cas du tout. Mais alors, par exemple, l'épidémie de solitude, mais est-ce qu'on parle vraiment des gens qui sont seuls et qui ont vraiment pas accès soit à de la famille, soit à des amis? Ou par exemple, on prend aussi en compte un couple qui est ensemble et qui a peut-être des enfants, mais qui ont peut-être pas forcément d'amis autour. Est-ce qu'on considère ça un petit peu aussi comme de la solitude dans un certain sens? Ça, c'est une question super intéressante parce que justement, ça met en lumière qu'il y a plusieurs personnes qui connaissent pas la définition de la solitude. Puis la solitude, comment c'est défini, c'est le sentiment de ne pas se sentir vu, entendu, compris, considéré. Donc, la solitude, c'est un état qui est subjectif. C'est pas de l'isolement. Donc, on peut être entouré de plein de monde, mais pas sentir une connexion authentique, profonde avec une personne, puis on va vivre de la solitude quand même. Ce qui est intéressant, c'est justement que avec cette définition-là de la solitude, on peut vraiment l'extrapoler à plusieurs niveaux. Une solitude dans notre vie personnelle, mais aussi au niveau social. Il y a plusieurs personnes qui se sentent pas nécessairement vues, considérées à leur lieu de travail, ou qui se sentent pas vues ou considérées par la personne qui dirige leur pays. Donc ça, c'est des formes de solitude qui peuvent avoir vraiment différents paliers aussi. Donc tout ça, c'est inclus vraiment quand on dit que les personnes se sentent plus seules que jamais. Est-ce qu'il y a... Enfin, j'essaie aussi d'aller dans la déculpabiliser un petit peu, de se dire, OK, mais est-ce que si on a par exemple genre 2 amis qui sont vraiment des amis proches et dans lesquels on a des relations profondes, est-ce que ça suffit à nous nourrir? Est-ce que par exemple si on a une relation qui est très très profonde avec son conjoint, sa conjointe et que est-ce que ça peut suffire aussi? Qu'est-ce qui il est où le curseur? Ça, c'est super intéressant parce qu'il y a plein de personnes qui ont même pas ça 2 amis significatifs. Je veux dire, comme ce que les études démontrent, c'est que la majorité des personnes ont pas personne vers qui se tourner. C'est ça qui est inquiétant. Fait qu'avoir 2 amis avec qui on a une relation intime, profonde, significative, ben c'est incroyable. Ce que je dirais, c'est qu'en effet, on peut pas changer notre vie. On a certains privilèges, on en a d'autres qu'on en a pas. Faut travailler, on manque de temps, on a une famille, on a des enfants, on a des limites au niveau de notre santé mentale, on a moins d'énergie, etc., etc. Puis ça, faut les honorer, ces limites-là. Mais je pense que quand même, dans une espèce d'ère où on instrumentalise beaucoup le self-care à des fins capitalistes, on a ce discours-là de respecter nos limites. C'est je vais respecter mes limites, je vais rester chez moi. Mais ça nous isole. Quand on a vraiment une situation en santé mentale précaire ou vraiment des choses qui nous empêchent de nous déplacer ou qui nous empêchent de faire une sortie. Mais la majorité du temps, c'est qu'on a juste besoin d'un petit coup de pied au derrière. Puis ça, on dirait qu'on le manque. On veut tellement comme préserver notre énergie, puis c'est tellement rendu valorisé de prendre du temps pour soi qu'on s'imagine que c'est ça. Mais être avec les autres, c'est prendre du temps pour soi aussi. Faut voir ça comme un investissement dans notre santé au même titre qu'aller chez le médecin ou faire du sport ou prendre le temps de se faire un repas. Peut-être que des fois dans notre vie aussi, on va avoir besoin de renégocier les paramètres de nos amitiés. Est-ce que c'est une période de ma vie en ce moment où c'est vrai que je suis vraiment fatiguée? Que c'est vraiment essoufflant mon quotidien en ce moment. Ben, peut-être qu'à ce moment-là, jumelons des activités. C'est pas obligé d'être tout le temps des conversations super profondes qui sont quand même drainantes. T'sais. Est-ce qu'on peut faire une activité ensemble? Est-ce qu'on peut aller faire un sport ensemble? Quelque chose qui va être plus de type côte à côte, mais qui va comment faire en sorte qu'on va avoir de nouvelles, socialiser un peu. Ça peut même être faire l'épicerie ensemble. On peut intégrer l'autre dans le quotidien. Il y a moyen de renégocier. Tout ça est pas immuable. Tu sais, je veux dire, nos territoires d'intolérance fluctuent constamment, puis c'est important de rester à l'écoute de ça. Fait que je suis pas en train de dire de pas respecter vos limites, de tout le temps vous forcer à faire des choses que vous avez pas envie, mais souvent, il faudrait s'engager davantage dans nos relations. S'engager davantage, ça veut dire que quand on dit qu'on va être là, ben, si jamais tu avais eu un rendez-vous, là, est-ce que tu aurais été? Si la réponse c'est oui, mais tu fais la même chose avec ton ami. C'est un petit peu ça. Il faut vraiment s'engager davantage. C'est souvent relayé au second plan ou au troisième plan, même, je dirais. Donc, le problème, je pense que ça dénote un manque d'investissement et un manque de considération par rapport à l'autre. Et du coup, comme tu dis, l'amitié peut se fade out. Oui, définitivement, oui. Il y a une étude qui ressemblait plus peut-être à un rapport marketing, mais quand même. Il y avait posé des questions à plusieurs chercheurs, puis les conclusions de ce rapport-là étaient super pertinentes quand même. Puis un des chercheurs là-dedans expliquait que nos relations, on a tendance à penser que c'est un point, puis c'est ça. On est en relation ensemble. En fait, une relation, c'est une constellation de points. Donc, c'est toutes les choses qui nous lient ensemble. Les activités qu'on a fait ensemble, nos souvenirs, nos intérêts, nos valeurs communes. Puis quand on laisse les silences s'étirer, quand on se désengage d'une amitié, quand on prend point de nouvelles, on perd des points d'intérêt. Quand on se voit, ça fait en sorte que c'est plus difficile.
on a moins de sujets de conversation, on se sent moins confortable Mhm. avec la personne, on sait moins aussi qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Ouais. Donc, entretenir ces points de constellation-là, c'est super important. Puis, mais tu sais, moi, je me pose la question par rapport à ce que tu dis, c'est que je prends des exemples qui me sont très personnels, mais j'ai des très bonnes copines. Mais moi, j'ai déménagé, maintenant j'habite au Canada. Mais comment est-ce qu'on fait aussi dans des situations comme ça où des fois, la distance aussi fait que on a plus de difficultés à trouver le temps de s'appeler. Il y a le décalage horaire. Il faut vraiment se scheduler un moment dans le calendrier, vraiment décider de passer une heure et quelques au téléphone ensemble. Et forcément, on peut pas le faire toutes les semaines. Mais ça, c'est la magie des réseaux sociaux aussi. Faut pas non plus nier que les réseaux sociaux sont un outil indispensable pour approfondir des relations puis les conserver. Tu sais, à une ère où est-ce que les réseaux sociaux n'existaient pas, sûrement que ces relations-là, tu les aurais pas entretenues, tu sais. Donc, c'est un outil vraiment formidable pour entretenir les relations. Il y a plein d'études qui démontrent aussi que converser via les réseaux sociaux, que ce soit en vidéoconférence, par message vocal ou par écrit même, faut pas non plus que ça substitue des rencontres en présence, mais ça a autant d'impact sur l'approfondissement d'une amitié ou d'une relation que si on avait une discussion en vrai. Après ça, en amitié, on manque un peu de rituels. Les rituels, c'est... moi, j'ai étudié le rituel dans mon livre parce que j'avais été très surprise. J'ai rencontré des personnes qui sont spécialistes en créativité rituelle et en rituel relationnel. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment relationnel à la base. Ça permet de marquer un événement dans le temps avec des personnes. Donc, on ouvre un peu une brèche dans le quotidien, dans l'ordinaire, pour venir dire à notre corps, ce que je vis en ce moment ici, c'est précieux, c'est important, je veux m'en rappeler. Les rituels, il faut que ça soit constant. Fait que faire des voyages avec tes amis que tu vois pas nécessairement souvent, c'est comme un peu un rituel. C'est quelque chose qui va venir approfondir la culture de votre amitié. Donc, ça va être des choses qui vont rester là, puis qui vont marquer. Puis en plus, ce qui est super intéressant, c'est que il y a des espèces d'accélérateurs à relation. Par exemple, faire des voyages ou passer un week-end ensemble, ta relation va s'approfondir vraiment plus rapidement que si tu vois une personne une fois par mois en prenant un café. Parce que tu passes tout ton temps avec elle, t'es plus dans le quotidien, il y a plus de challenges qui arrivent, des conversations. Donc, tout ça, c'est des choses qui rentrent en ligne de compte puis qui sont super importantes quand on prend le temps de réfléchir à si je continue d'investir ou pas autant d'énergie dans une relation. OK. Et comment on fait justement si on a l'impression de nourrir une relation, une amitié qui nous apporte plus? Si après quelques mois, un an et quelques, on se rend compte que je passe du temps pour cette amitié-là, je passe du temps pour cette relation, mais j'ai pas l'impression que ça me nourrisse particulièrement. J'ai l'impression plus de perdre mon temps, j'ai l'impression d'avoir moins cette connexion, d'avoir changé ou que la personne a changé, en tout cas, que ça fit plus. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. D'abord, c'est d'en parler. Puis, tu sais, dans une relation amoureuse, on se poserait pas de questions, on en parlerait. Non seulement il faut qu'on partage comme les mêmes valeurs, intérêts, mais il faut aussi qu'on ait une vision commune de ce qu'on veut pour notre relation. Mais je pense qu'en amitié, c'est la même chose. Ça, c'est difficile d'en parler. On n'aime pas ça avoir des relations inconfortables. Ouais. Il y a plusieurs études même qui démontrent que les générations plus jeunes ont vraiment de la misère avec l'inconfort. Ça vient aussi du fait qu'on a un déficit en compétences relationnelles, en discussion. Pour donner une idée, là, la façon principale de finir une relation, ça va être de ghoster. Même si tout le monde sait les impacts que ça a sur la santé mentale d'une personne, c'est quand même ça qu'on va faire, pas parce que on trouve pas la relation importante, on trouve pas qu'avoir un closure c'est important, c'est parce qu'on sait pas comment faire. Avoir ces conversations-là inconfortables, c'est vraiment la première étape. Après ça, il y a aussi ce que j'appelle des amitiés de file d'attente. Le principe de la file d'attente, là, c'est quelque chose... Quand tu es tellement longtemps dans une file d'attente, tu as envie de t'en aller, mais tu dis comme je peux pas m'en aller, ça fait 1 heure que je suis dans la file d'attente, je peux pas croire que ça va être bientôt mon tour, ou tu sais, on va rester dans la file d'attente sous principe qu'on a déjà passé beaucoup de temps dans la file d'attente. On a ça des fois avec des amitiés, des personnes qu'on était amis avec depuis tellement longtemps qu'on se dit voyons, je peux pas terminer ça, on a tellement vécu de choses ensemble, même si dans le présent ça nous nourrit plus de la même façon. On n'a pas envie de terminer ça parce que cette personne-là fait partie de notre histoire, même de notre identité, elle a apporté beaucoup, tu sais. Mais c'est de savoir puis de comprendre que chaque relation qu'on entretient, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'engagement, c'est beaucoup de choses. Donc, si jamais tu reçois plus autant de cette relation-là, mais t'en perds beaucoup. Fait que des fois, peut-être c'est le moment de mettre un point final ou juste de fermer momentanément la relation. C'est important de pas avoir peur de vivre ce deuil-là. C'est difficile, je trouve, d'être capable de passer le cap. Il y a un peu ce côté, je sais pas, j'ai l'impression que ça a moins besoin d'être vraiment cassé, vraiment coupure. Oui,
c'est pas obligé non plus. Tu sais, une relation peut se désengager naturellement, puis c'est correct, tu sais. On n'est pas obligé. Moi, je dis vraiment d'avoir des conversations inconfortables si tu as envie de préserver le lien avec cette personne-là. Là, il y a peut-être un nœud à délier. Là, il y a peut-être des choses à discuter. Mais si tu sais que cette personne-là, ça va juste... Ce fut une étoile filante dans ta vie, puis finalement, là, c'est terminé. Mais c'est super correct. Mais l'affaire, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui restent en relation avec des personnes dans des amitiés qui sont pas satisfaisantes parce qu'elles ont peur de se retrouver toutes seules. Les personnes se sentent seules. C'est pas de votre faute, là. Je veux dire, c'est difficile d'entretenir et créer des amitiés à l'âge adulte. Fait que cette peur-là de la solitude va parfois faire en sorte qu'on va mettre beaucoup de jus de cœur dans une amitié qui est pas ça, finalement, tu sais. Puis, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Puis, il y a aussi la peur du rejet un peu. La peur de genre se sentir, comme tu dis, il y a quelque chose qui va pas avec moi. Pourquoi est-ce que je suis rejetée? Pourquoi j'ai pas d'amis? On se sent loser un peu, comme tu dis, si on n'arrive pas à garder des amitiés ou si on n'en a pas genre 50, genre des amitiés ou ce genre de choses. Ouais. Mais c'est important d'avoir un certain capital social. Le terme capital social a été inventé en réaction au terme capital financier. Donc, c'est un terme qui dit que lorsqu'on a que le social de notre vie nous apporte certains privilèges. Donc, plus une personne a un capital social élevé, plus elle a des amis et des connaissances, plus elle va avoir des opportunités dans la vie. Ça, c'est étudié aussi. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit ça de façon super valorisée parce que c'est super important. Ça, c'est une façon super utilitaire de voir les relations, on s'entend, là. Je pense pas qu'on est en relation dans la vie parce que ça nous apporte des privilèges ou des opportunités. Je dis juste que ça arrive. Mais je pense qu'on est en relation dans la vie parce que c'est la chose la plus humaine qui soit. Ouais. Mais alors justement, tu disais tout à l'heure qu'on peut peut-être des fois mettre de l'énergie dans des amitiés qui, juste parce qu'on a peur d'être seul, etc. Mais aussi, moi ce dont j'aimerais parler, c'est des fois, il y a les amitiés aussi qui sont destructrices. Comment est-ce qu'on se libère justement par peur d'être seul ou par peur d'être isolé? Des fois, on peut accepter des choses qu'on ne devrait peut-être pas accepter parce qu'il y a l'amitié qui nous nourrit, mais il y a aussi l'amitié des fois qui peut nous détruire dans un sens, ou en tout cas la relation qui peut nous détruire. Oui, tout à fait. Ça, c'est quand une relation est toxique et pas saine, on doit rien à personne. On peut ghoster. On peut quitter sans attache. Ça, on doit rien à personne, évidemment, tu sais. Pour moi, la guérison est relationnelle. Les relations sont des espaces de réparation. Quand on a des patterns, des attachements un peu tout croche, quoi que ce soit, ça va se répercuter dans nos relations d'amitié autant que dans nos relations amoureuses. C'est des choses, des fois, qu'on a à venir délier. C'est pas nous le problème pour autant, tu sais. Et personnes qui vont profiter de tout ça aussi. Qu'une personne profite de l'amour qu'on a à donner, c'est pas de notre faute à nous, tu sais, faut se convaincre de ça. Mais ouais, si une amitié est dangereuse ou est douloureuse pour nous, on doit rien à personne. Puis il y a une pensée aussi là qui... J'en parle, je déconstruis un peu ce mythe-là là, dans mon livre. On parle de... Avant, il faut que tu t'aimes toi-même avant de pouvoir aimer et te laisser aimer par les autres, tu sais. Si tout le monde attendait ça, de s'aimer entièrement soi-même, tout le monde passerait sa vie seul. Ouais. Non. Tu sais, t'as pas à mériter l'amour de personne. Fait que, tu sais, je veux dire, comme ça aussi, c'est quelque chose que t'es jamais trop brisé ou tout croche pour être en relation. Au pire, ça va être super réparateur de te relation avec quelqu'un qui t'aime profondément puis entièrement puis qui te voit pour ce que t'es. Ça se passe en amitié. Ça se passe même beaucoup, beaucoup plus en amitié qu'en relation de couple, parfois. Je veux dire, il y a plein d'études qui ont démontré aussi que, par exemple, des personnes de la communauté queer qui ont été rejetées par leur famille, avec qui c'est super difficile, réussissent quand même à développer des attachements super sécurisants avec des amis. C'est à ce point-là que les relations d'amitié peuvent être des espaces de réparation. Ça nous apporte en fait aussi cette confiance qu'on peut être aimé, puis des fois on a besoin de ça, on a besoin de savoir qu'on peut être aimé par quelqu'un avant de se dire ok, si je peux être aimé par quelqu'un, alors je peux m'aimer moi-même. Genre, comment justement on se fait des nouvelles amitiés à l'âge adulte? C'est compliqué, mais c'est pas impossible. Puis j'ai envie de dire ça d'entrée de jeu, là. Il y a plein de gens qui vous attendent. Comme vos personnes sont là quelque part, n'hésitez pas. S'il y a une chose que j'ai apprise avec mon livre pendant l'écriture, c'est que tout le monde veut des amis. Fait que c'est ça, là, il y a personne qui en a trop. D'abord, je pense qu'il faut pas hésiter à faire des dates d'amitié. Écrire à quelqu'un avec qui on s'entend bien via les réseaux sociaux, par exemple, ou un ami d'un ami qu'on a rencontré puis qu'on sent que ça fait très, écrivons-lui. Veux-tu aller prendre un café? Veux-tu aller prendre une marche? Veux-tu faire ça? Tu sais, je veux dire, des dates d'amitié, ça on dirait que ça se fait pas. Puis pourtant, développer une relation avec quelqu'un, ça se fait en la voyant. Tu sais, tu peux aller voir s'il y a un potentiel d'amitié avec une personne. Donc moi, j'encourage beaucoup, beaucoup les dates d'amitié. Moi, c'est quelque chose que je fais vraiment beaucoup dans ma vie. Et puis aussi aller voir, évidemment, tu sais, le classique au niveau des activités, aller faire une activité qu'on aime pour aller rencontrer des gens qui partagent
cet intérêt-là, tu sais, ou ces valeurs-là. Il y a aussi d'aller un petit peu réveiller les relations passées. Y a-t-il des personnes dans notre passé avec qui on s'entendait bien puis qui a fait en sorte que la vie, c'était pas à ce moment-là qu'on pouvait laisser notre amitié se déployer, mais là, ce serait un bon moment. Tu sais, aller un petit peu éveiller ces relations-là qu'on avait mis en dormance. Ça peut être une bonne façon aussi. Ça parle beaucoup de soi, là. Ça a été démontré que les personnes qui pensaient qu'elles étaient de bonnes amies, puis qu'elles étaient aimables et tout ça, c'est des personnes généralement qui attirent le plus des personnes. Donc, il faut aussi aller vers l'autre en sachant qu'on a beaucoup à offrir. Ça transparaît. C'est important de le faire. Puis, quand on va dans des événements pour rencontrer des gens, arrêtons de bouder le small talk. Moi, j'ai de la misère. On dirait que c'est devenu tellement cool de pas aimer le small talk. De comme, moi, je veux juste des conversations super profondes. Puis je veux dire, comme, pourquoi? Je veux dire, c'est tellement le fun de parler à quelqu'un. Moi, je vois ça comme une chasse au trésor. Tu sais, mettons, le small talk, là, c'est être sur une plage avec un détecteur de métal. Puis à un moment donné, ça va sonner. Puis à ce moment-là, quand ça sonne, c'est parce qu'il y a du potentiel, ben là, tu creuses. Parle pas jase. Ah ouais, telle affaire, moi aussi, j'aime ça. Ben là, tu creuses. Puis là, t'approfondis. Puis là, t'as ta conversation profonde. Puis des conversations satisfaisantes, là. C'est pas obligé d'être tout le temps à propos de nos traumas passés ou de whatever, là. Je veux dire, ça peut être quelque chose on peut se sentir comblé en parlant comme de la télé-réalité qu'on écoute chacun de notre part. Je veux dire, ça développe une culture commune puis c'est super important. Donc ça, faut arrêter de bouder le small talk ou de penser qu'une personne est pas, tu sais, un ou une amie parce qu'on n'a pas ces conversations-là avec elle. C'est pas du tout ça. Ça prend du temps. Il y a de la patience, c'est mon dernier conseil. Moi, j'ai pas de patience dans la vie. Quand je rencontre une personne, je voudrais que ça soit tout le temps comme des coups de foudre d'amitié puis que notre relation soit tellement comme profonde et intime tout de suite. Mais ça marche pas de même. Tu sais, le processus, c'est super le fun aussi, là, d'apprendre à découvrir la personne, mais pour ça, il faut vraiment avoir la volonté de s'engager. Puis concrètement, il faut que nos bottines suivent nos babines. Si on a envie de développer une relation avec une personne, ben il faut mettre les efforts qu'il faut. Et alors, tu as dit, parce que moi, je me pose une question, c'est, tu as parlé des activités, faire des activités dans lesquelles on peut rencontrer des gens, etc. Moi, je suis genre à fond d'accord avec ça, mais je suis toujours en mode, OK, mais là, je fais une activité, il y a plein de gens, je sais pas trop comment aborder l'autre qui te connaît pas, que tu connais pas, et avec cette volonté potentiellement d'avoir une amitié, mais on sait pas trop si la personne est ouverte, on sait pas trop comment l'aborder. Ben, il faut aussi aller selon sa personnalité. T'sais, ça se peut qu'on soit pas une personne extravertie pour qui c'est facile d'aller connecter avec l'autre personne. Mais ça peut être proposer une activité de groupe après l'activité. Hey, on va-tu prendre un café tout le monde, comme initier quelque chose? Puis là, à ce moment-là, il y a comme un environnement qui est plus propice, justement, à développer une connexion avec une personne en particulier. Il y a aussi un truc qui est pas à négliger. Là. On peut demander on peut aller suivre la personne sur les réseaux sociaux. Là. Il y a ça aussi. Là. Des fois, là, c'est plus facile de répondre à une story, de répondre à un message, puis à un moment donné, on ose proposer une date d'amitié ou ça nous donne un peu de jus aussi pour converser pendant qu'on se voit en vrai. C'est hey, j'ai vu ça sur telle story, tu fais telle affaire ou tu t'intéresses à telle affaire, moi aussi. Donc là, ça donne vraiment plus de fuel pour après ça nourrir des conversations en présentiel. Je vois vraiment ça comme on ferait pour une relation amoureuse. Tu sais, je vois pas vraiment de différence. Je vois pas pourquoi il y aura des différences. Tu sais. C'est autant difficile d'aborder une personne en relation pour une relation romantique que pour une relation d'amitié. Tu sais. Je sais pas, j'ai l'impression que le fait d'être un peu en mode « Oh, je cherche des amis », genre ça fait un peu... je sais pas, j'ai l'impression que c'est moins obvious. Que genre, je suis open to a relationship versus... Ouais. Pourtant, on est tous en mode « je cherche des amis ». En tout cas, il y a peu de personnes que j'ai rencontrées pour l'écriture de mon livre qui m'ont dit comme moi, tu sais, mon cercle est plein, puis j'ai plus d'énergie à donner, tu sais, je veux dire, comme la majorité des personnes veulent d'autres personnes à rencontrer, tu sais. Je pense qu'on vit tous et toutes un peu la même tragédie de nos relations d'amitié sont difficiles, tu sais, quand on devient adulte, mais c'est avec les réseaux sociaux, c'est difficile aussi, là, on voit tout le monde performer leur vie sociale. Ouais. Il y a ça qui vient vraiment nourrir une espèce de ma vie sociale à moi est pas satisfaisante ou c'est pas assez nourrissant tout ça. Fait elle a déjà assez d'amis, fait que ça sert à rien. Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose qui est là, qui est pas authentique vraiment. Fait que c'est vrai que c'est complexe à aller démêler tout ça, tu sais, parce qu'on n'est pas 100% honnête par rapport à comment on se sent. Non, oui, c'est ça. C'est que, en fait, il y a ce côté aussi, je trouve qu'on n'en parle pas assez, que quand on devient adulte, c'est genre, c'est plus du tout le même game. J'ai l'impression que quand on est enfant, hyper facile de se faire des amis, on est ado, on va à l'école, nanana, c'est genre, c'est naturel, on se pose même pas de questions. Puis là, d'un coup, il y a une sorte de shift, on arrive à un certain âge, puis, on sait plus comment faire.
Ben, on n'a jamais appris. On n'a jamais appris. À l'école, on apprend comment avoir raison, comment prouver notre point, comment convaincre l'autre personne. On va apprendre Pythagore, mais on n'apprendra pas comment développer notre empathie, notre compassion, la gentillesse. Je veux dire, on n'apprend pas certains skills relationnels. On n'apprend pas la communication non violente. C'est des choix de société qui sont faits, qui font en sorte qu'on n'apprend pas les compétences nécessaires pour approfondir des amitiés. Puis surtout, on n'apprend pas comment être in touch avec notre vulnérabilité. Puis quand on ose être vraiment en contact avec notre vulnérabilité puis aller vers l'autre, je veux dire, on a tellement peur de se faire rejeter. On vit aussi très isolé tout le temps, puis on est habitué à ça. On n'est pas souvent... Tu sais, je veux dire, les lieux communs sont super dévalorisés, sont sous-financés. Moi, je me promène dans les parcs. J'ai déménagé de Montréal, ça fait à peu près 1 an, puis là, je suis en région. Les parcs sont vides. C'est des lieux comme super beaux en nature, mais il y a personne qui vient. Je parle avec mes enfants, mais tu sais, à Montréal, je veux dire, on des 5 à 7 dans les parcs avec les parents. Tu sais, je veux dire, comme, fait que les lieux communs sont super sous-financés, dévalorisés. C'est toutes des choses qui font en sorte que c'est vrai qu'on n'a pas appris comment. Puis, en fonction de nos privilèges, certaines personnes peuvent pas avoir accès à leur vulnérabilité aussi facilement. Tu sais, je veux dire, quand il faut être en hyper-vigilance constamment parce qu'on porte une identité qui fait en sorte qu'on est oppressé au quotidien, c'est plus difficile là, d'oser aller vers l'autre aussi. Là. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut avoir de l'autocompassion pour soi puis de la bienveillance aussi. Là. C'est difficile. On a appris comment. Puis, il y a certaines personnes qui font en sorte que c'est plus difficile encore pour elles-mêmes, tu sais, d'avoir cette vulnérabilité-là, d'aller vers l'autre. Parce que quand on ose aller vers l'autre, évidemment qu'on ouvre la porte à se faire mal. C'est pas tout le monde qui est équipé pour ça non plus. Ouais. Alors justement, c'est quoi la part et l'importance de vulnérabilité dans une relation amicale? La définition de la vulnérabilité que une intervenante de mon livre m'a partagée, qui étudie beaucoup les courants écoféministes, elle m'a dit que c'était la capacité à transformer et à se laisser transformer par les autres ou son environnement. Donc, quand on a ce qu'il faut en place pour être vulnérable, ben, on ouvre la porte à se laisser transformer par l'autre. Avoir des conversations qui vont vraiment venir nous nourrir, nous apprendre des choses. On va évoluer, on va grandir. Ça démontre toute l'importance, en fait, des relations. C'est pour ça qu'on est en relation, pour comme grandir ensemble. Puis, tu sais, si on parle de nous comme un écosystème, les autres ont un rôle à jouer dans notre propre développement. On va planter une plante à côté d'une autre parce qu'elle va se supporter. Ben, c'est un peu ça qu'on fait aussi avec les autres. Là, on est un écosystème, on est fait pour vivre en groupe. Donc, c'est super important d'avoir cette ouverture-là à se laisser affecter par l'autre. Ceci étant dit, ne négligeons pas la légèreté. Je veux dire, c'est important aussi. C'est correct d'avoir des activités, des soirées, des conversations, des relations plus en surface. Ça nous nourrit aussi, mais autrement, mais ça nous nourrit quand même. Oui, c'est ça, parce que des fois, il y a cette connotation de « Ah, mais c'est une relation superficielle, donc bah, c'est pas forcément positif. » Mais en fait, c'est la balance entre les relations qui sont justement un peu plus légères et qui sont pas forcément, qui ont peut-être pas besoin d'être à ce point-là en profondeur, puis d'avoir des relations qui nous permettent d'aller justement plus loin. Ouais, exactement. Si jamais on a une amie que c'est la seule qui partage notre intérêt pour la poterie, je veux dire, ce serait pas nécessaire. C'est pas nécessairement une personne avec qui on partage d'autres intérêts ou d'autres valeurs, mais c'est cette personne-là qui nous accompagne dans cette passion-là, puis on parle juste de poterie. Je veux dire, comme... Puis il y a aussi des relations d'adon. C'est correct. Tu veux pas... C'est sûr que je vais faire des efforts pour développer une relation avec ma voisine. Ce serait peut-être pas une personne que j'aurais choisie dans d'autres circonstances pour être mon amie. Puis si elle écoute ça, c'est pas vrai, là, je l'adore. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, c'est d'adon. C'est ça. Quand on a des enfants, les parents des enfants de nos amis, des fois, je veux dire, comme c'est pas tout le temps des relations qui vont être vraiment profondes. Mais c'est des relations, c'est une personne on s'entend bien, on passe une soirée avec ces personnes-là, puis on rit, puis on a du plaisir, puis c'est nourrissant quand même. Tu sais. Alors justement, les amitiés en tant que parents, comment est-ce qu'on peut justement essayer de créer des amitiés par ce biais-là, si par exemple on n'arrive pas par un autre biais? Mais ça a été démontré en fait que quand une personne a des enfants, c'est vraiment là qu'il va y avoir une rupture dans son cercle social. Les mères, c'est encore plus marqué parce que les mères passent à travers une grande phase de changement identitaire. Tu réapprends à te connaître. Tu réapprends tes nouvelles limites. Tu réapprends qui tu es. Tu réapprends ce que tu veux dans la vie. Qu'est-ce qui est important véritablement, tu sais. Ça, c'est toutes des choses qui sont tellement overwhelmantes. Puis tout ça en ayant à ta charge un humain. C'est important d'être conscient de l'éphémérité de ces affaires-là. Tu sais, moi, je parle beaucoup en saison de vie. Cette saison-là de ta vie, ça se peut que ce soit pas celle où est-ce que tes relations amicales vont le plus se déployer.
Par contre, il faut quand même laisser la porte ouverte à tes amis pour les inviter dans ta réalité. Surtout à nos amis pas d'enfants, qui comprennent pas nécessairement. Je pense qu'il faut laisser cette porte-là pour vraiment que ces personnes soient témoins de notre existence, de notre existence, puis qu'elles puissent participer puis comprendre. Parce que souvent, là, ce qui a été démontré, c'est que le fossé entre deux personnes, entre une mère et une personne qui a pas d'enfant, c'est parce qu'il y a un manque de compréhension des réalités. Après ça, passer peut-être les premiers mois d'un nouveau bébé, là aussi, faut que les efforts soient réciproques. Si moi, je t'ai laissé entrer dans ma réalité, il faut encore que je fasse l'effort d'être dans ta réalité. T'sais. Puis après ça, l'amitié quand on est parents, c'est merveilleux quand même. Là. Je veux dire, c'est incroyable. Il y a quelque chose qui se développe. Il y a une compréhension implicite. C'est comme des conversations qui se finissent jamais, mais qui sont interrompues par des brassées de lavage, puis des routines de dos. Puis on continue, on en a terminé. Puis il y a cette espèce de compréhension-là qui vient instinctivement de comme, réponds-moi quand tu veux. Réponds-moi quand tu as l'énergie. Puis on se verra quand on se verra. Il y a quelque chose qui est tellement déculpabilisant d'être en relation avec d'autres parents qui comprennent la réalité. T'sais. On a l'impression des fois qu'on n'a pas de conversation parce que moi, mettons, je vois une autre personne avec mes enfants puis ses enfants, on a l'impression d'avoir eu aucune conversation pleine parce qu'on s'interrompt à chaque 2 secondes. T'sais. Fait que des fois, on va aller parler de l'important tout de suite. Je sais pas, il y a quelque chose qui... ce manque de village-là est tellement flagrant. Il y a tellement comme une soif de connecter qui est là que souvent, ça va être très intense, je pense. Les amitiés entre mères qui ont besoin de support. Fait que c'est une réponse très décousue parce que c'est compliqué. Oui, puis c'est le moment où on en a le plus besoin, justement, comme tu le dis. Il y a un manque de village, il y a ce besoin, on ne se sent plus seul. Moi, en tout cas, je trouve que en devenant mère, la facilité à dire ce qui va pas, j'ai l'impression que c'est plus facile qu'avant, il y a d'aller chercher cette vulnérabilité parce que la personne en face, elle vit la même chose. Et du coup, il y a une vraie possibilité de connecter là-dessus et des fois d'avoir des discussions qui sont vraiment très raw et qui sont vraiment très deep. Il y a quelque chose de super beau dans ce que tu dis, dans le fait que la maternité, autant que c'est une expérience qui est très personnelle, on vit pas tout ça de la même façon, mais il y a vraiment quelque chose d'universel quand même. Tu sais, quand on est toutes des mères, on aime toutes des personnes, on n'a plus jamais la tête tranquille, on aime toutes quelqu'un, que la vie elle-même, on a tout ça en commun de vouloir le mieux pour nos enfants, tu sais. Même si après ça, on diffère sur un paquet d'intérêts, de valeurs, de pratiques, etc., tu sais, on a quand même tout ça en commun. Tu sais, moi, quand je suis devenue mère, j'avais juste envie de parler de ça. C'était tellement gros dans ma vie, ce shift-là, là. Puis je me sentais plate moi-même, j'avais comme pas envie d'en parler, mais j'étais la première de mon groupe d'amis à avoir des enfants, puis je me suis comme jugée d'avoir envie de parler de ça. Fait que j'allais me trouver d'autres amis mamans. Mais mes amis, après ça, ils me l'ont dit par après, comme, on t'aurait écouté. Tu sais, je veux dire, on aurait peut-être pas compris, mais on aurait été là. Faut aussi arrêter de penser que ces choses-là de maternité se vivent juste entre mères. J'ai une question pour toi, mais alors je sais pas si tu pourras répondre à cette question. Mais est-ce que toi, tu as pu observer des bénéfices auprès de personnes qui ont décidé de prioriser leurs amitiés? Tu as peut-être pu observer des changements, des façons de faire, un épanouissement peut-être, un bien-être qui était peut-être pas là avant ou que tu retrouvais peut-être pas chez d'autres personnes? Souvent, ce qui se passe, c'est qu'une personne qui va décider de mettre ses amitiés en priorité, il faut qu'elle rencontre d'autres personnes qui ont envie de mettre ses amitiés en priorité. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Par contre, j'ai rencontré plein de personnes qui vivent avec leurs amitiés au centre de qui ont mis ça au centre de leur vie. Des personnes qui, par exemple, font des enfants entre amis, habitent avec des amis, tu sais, font vraiment leur vie avec leurs amis. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement plus bénéfique qu'une autre affaire, mais ça démontre à quel point ça peut avoir une place importante dans ta vie, puis que t'es pas obligé d'être seul. Je pense que je le disais un peu plus tôt aussi, avoir des amis va aider à renforcer un couple, par exemple. Quand que tu mets pas tous tes œufs dans le même panier, ben c'est certain qu'après ça, c'est plus solide. Je veux dire, comme il y a même quelque chose qui fragilise le couple à dire, cette personne-là, ça va être mon tout. C'est tellement une grosse pression que ça vient fragiliser le couple. C'est quand t'as des amis avec qui partager certaines choses, vivre d'autres affaires, puis que tu peux alléger un petit peu la pression que tu mets sur une seule relation, mais ça vient vraiment la solidifier, ça vient la supporter. Ce réseau-là est super important. Par exemple, que je vis un conflit avec mon chum, ben je peux aller en parler avec mes amis. Ce ne sera pas que mon chum que je vais en parler tout de suite. Je dis comme s'il me tape ses nerfs et qu'il m'a fait quelque chose qui m'a profondément dérangé. Oui, évidemment, j'ai une conversation, mais avoir aussi des amis avec qui en parler. Je vais pouvoir revenir après ça vers lui en ayant ventilé, en ayant réfléchi, en ayant eu du recul, puis en ayant en plus eu des points de vue no bullshit de comme où est ma responsabilité là-dedans. Fait que juste avec ce petit exemple-là, tu vois un petit peu les bénéfices que ça a sur le couple. Complètement d'accord. Ouais.
Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous écoutent, qui aimeraient s'investir plus dans leur relation amicale, mais qui peut-être savent pas comment faire ou qui ont peur aussi de Mm. se lancer vraiment et de se faire des nouveaux amis? Je pense qu'on peut commencer ça en plantant des graines. Puis Mm. en voyant après ça, qu'est-ce qui va pousser au final. Parce que, tu sais, des fois, on peut commencer à voir plus une personne que nous, on le sait dans notre tête qu'on veut développer une relation avec cette personne-là. On n'est pas obligé de le dire d'entrée de jeu, là, tu sais. Mm. Je te vois parce que j'espère qu'on va devenir meilleurs amis. C'est pas obligé là, d'être ça. On peut planter des graines, commencer à avoir des personnes, puis voir où est-ce que ça se cultive plus naturellement, plus facilement. Mm. Au début, je pense qu'il peut y avoir une phase de je m'inscris à des cours, je vais prendre un café avec telle personne, je vais aller à telle party, je vais faire telle affaire. Ou est-ce que tu vois un petit peu qu'est-ce qui émerge de ça, puis qu'après ça, tu peux t'engager plus naturellement avec une personne. Mais il faut de l'engagement. Puis je le répète, je le dis beaucoup ça, parce qu'on a beau savoir ça. Ouais. Souvent, les personnes qui vont dire, je veux dire, même moi, j'ai écrit un livre là, sur l'amitié, puis je réussis pas tout le temps à prioriser ça. Je réussis pas tout le temps à m'engager comme je voudrais m'engager parce que finalement, je priorise autre chose. Ouais. C'est vraiment difficile de le faire consciemment. C'est vraiment pas si simple que ça. Tu sais, je vais donner un exemple super banal. Quand je venais de déménager dans ma nouvelle région, je me suis vraiment dit, OK, pour quelques mois, la priorité, ça va être de me faire des amis. Tu sais, je veux me créer un réseau ici, fait qu'il faut que ça soit ça en priorité. Fait que là, à un moment donné, je rencontre une personne, on va une couple de fois. Tu sais, on commence à se voir, ça clique. Tu sais, je sens qu'on pourrait être amis. Puis là, à un moment donné, on essaie de se voir, puis ça marche jamais. Puis là, elle m'invite à une playdate avec comme nos enfants, puis nous, tu sais, chez elle, en même temps que mon cours de yoga. Puis là, au début, j'étais comme ça, me tente pas d'y aller. J'ai juste envie d'être tout seul à mon cours de yoga, tu sais. Je me suis dit que non, Karine, tu t'es dit que ta priorité, c'était de te faire des amis, puis c'est ça même qui allait aider ta santé mentale plus que ton cours de yoga. Fait que je suis pas allée à mon cours de yoga, puis je suis allée voir cette personne-là. Fait que tu sais, des fois, c'est pas obligé d'être gros, là. Ça, c'est un exemple super banal, mais ça illustre bien dans ta vie quand est-ce que tu fais des choix. T'as toujours le choix, ou presque. Ouais. Puis des fois aussi, moi, ça m'est arrivé d'avoir prévu quelque chose avec des amis, puis de pas vouloir le faire parce que, genre, je suis fatiguée, parce que j'ai priorisé autre chose. Du coup, aujourd'hui, j'ai moins d'énergie parce que j'ai priorisé autre chose aussi avant. Donc, j'ai moins d'énergie pour eux. Mais le fait de me forcer, le fait de le faire et de me dire, OK, je me suis engagée, je vais juste le faire. Mais je le sais qu'à la fin, souvent, j'ai un regain d'énergie. J'ai un sentiment, genre, vraiment de plaisir et de bien-être. Je me dis, c'est cool, j'ai parlé de ça, j'ai pu penser à autre chose que si j'étais restée juste chez moi et puis j'avais regardé une série, par exemple, où il y a vraiment ce feeling, en fait, des fois, qui est vraiment énergisant. Il y a vraiment un regain d'énergie à ce moment-là. Puis c'est correct, des fois, de vouloir rester chez soi puis sentir qu'on a vraiment besoin de solitude. Tu sais, la solitude n'est pas juste négative. Des fois, la solitude est même nécessaire pour être capable de se recharger puis être capable d'être en relation avec les autres. Quand elle est choisie. Ouais. Qu'elle n'est pas imposée par une insatisfaction ou un isolement. Tu sais. Fait que la solitude choisie peut être super bénéfique. Puis c'est vraiment d'apprendre un petit peu à danser avec nos limites qui changent à travers les saisons, puis les moments de notre vie, etc. Fait que je suis pas en train de dire à tout le monde de se forcer, mais c'est vrai que dans la notion de s'engager, des fois, c'est comme j'ai dit que je serais là. Es-tu vraiment quelque chose qui fait en sorte que je peux pas être là? Tu sais? Puis des fois, on va y aller puis on va regretter d'être allé. Mais ça arrive, c'est ça. Fait que c'est vraiment d'apprendre à vraiment s'écouter puis à reconnaître certains signaux, tu sais. Mais la majorité du temps, on regrette rarement. Karine, on aime bien faire un petit jeu en fin d'épisode. C'est un jeu à 2 réponses, donc tu choisis la réponse que tu veux. Okay. Et voilà, c'est sur le thème de l'épisode. Alors, est-ce que tu es plutôt sortir avec tes amis tous les week-ends ou une fois de temps en temps? C'est difficile. Je veux dire, comme moi, le week-end, je vais être avec mes enfants. Fait que si elles peuvent être avec mes enfants, je vais dire tous les week-ends. Est-ce que tu es plutôt un ami avec qui tu peux tout partager ou plutôt ami avec qui tu ris toujours? Tout partager. Ça a été difficile à répondre. Rire est très important. Plutôt de faire un nouvel ami, une nouvelle amie ou renforcer une amitié existante? Ben voyons, c'est bien difficile. Renforcer une amitié existante. Tout partager avec tes amis ou quand même garder une petite part pour toi? Tout partager avec mes amis. Ok. Rupture amicale en douceur ou confrontation honnête et directe? Moi, je suis des types de confrontation honnête et directe. J'aime avoir un closure.
Plutôt amitié en ligne ou en personne? En personne. Et dernière question, amitié d'enfance ou amitié adulte? D'amitié d'adulte. Merci beaucoup, Karine. Ma dernière question pour toi aujourd'hui, c'est quel serait ton mot de la fin pour cet épisode? Ben, mon mot de la fin, je pense que j'ai envie juste de rappeler encore que être en relation, c'est l'affaire la plus humaine qui soit. C'est ça notre instinct, c'est d'aller vers l'autre, c'est d'être en relation avec l'autre. Fait qu'apprenons à écouter nos signaux de faim sociale qui nous disent quelque chose à propos de nous-mêmes, puis posons des actions pour se créer des nouvelles amitiés puis pour entretenir celles qui nous nourrissent déjà beaucoup. Merci beaucoup, Karine. Merci pour ton temps, pour cette belle discussion qui m'a vraiment nourrie. J'ai appris beaucoup de choses et je pense que ça aidera pas mal. Je vais mettre toutes tes informations en description, l'information de ton livre aussi. Et voilà, je te remercie vraiment encore. Merci à toi. Merci à vous pour votre écoute. Et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cet épisode et surtout à nous suivre sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Bien-être Simple. On donne encore plus de conseils bien-être là-bas. Je vous dis à bientôt pour transformer votre vie, un épisode à la fois.